Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'Histoire bretonne, la chaîne de Rubricaine Histoire Braise. Aujourd'hui, nous écoutons Stuart qui nous raconte l'histoire des premiers temps de la plus ancienne fondation monastique attestée en Bretagne, autour de l'abbaye de Landévennec. Sur le flanc ouest des montagnes Noires, là où se profile l'océan, sur la pointe finistérienne, vous aurez sans doute l'occasion de vous rendre à Landévennec. Ville côtière se trouvant au fond de la rade de Brest, non loin de l'embouchure de l'Aulne, il s'y trouve l'ancienne abbaye, ouverte aujourd'hui au public et dont l'histoire médiévale transparaît sur les ruines du site. Fondée par un certain Guénolé, reconnu saint par ses pairs, aux alentours du 5e et 6e siècle, l'abbaye apparaît donc lors d'une des vagues d'immigration bretonne de cette époque. Si les premiers moines connus du christianisme furent des hommes d'Orient, qu'on appelle des anachorètes, c'est-à-dire des ermites isolés du reste du monde, que ce soit dans des déserts ou des forêts, ce sont les moines dits cénobites, vivant dans des communautés peu nombreuses qu'on voit le plus se développer en Occident durant le Haut Moyen-Âge. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle monachisme, durant cette période, est un mode de vie où la pratique religieuse est pensée autour d'une communauté pieuse et où la lecture des Écritures saintes et les prières sont l'unique but recherché par ces personnes. Le succès de ce modèle de vie spirituelle oblige les communautés à s'organiser. La vie quotidienne est régie par une série de règles qui peut s'avérer différentes selon les communautés. Certains hommes sont à l'origine de ces règles. Parmi les plus connues à cette époque se trouvent les règles de saint Augustin ou de saint Benoît de Nursie. Nous verrons que cette dernière prendra de l'ampleur par la suite. Mais à l'origine, c'est la règle irlandaise qui est alors appliquée à Landévennec. En effet, on sait que les moines possédaient une tonsure particulière, propre à cette règle. L'avant de la tête, jusqu'aux oreilles, était rasé, tandis que les cheveux à l'arrière pouvaient rester longs. De plus, l'organisation de la communauté se veut décentralisée. Sa spécificité majeure est une pratique du jeûne plus importante que ce que prescrivent d'autres règles. Ainsi, les journées du mercredi et du vendredi sont jeûnées. En cela, le christianisme d'Irlande rappelle celui d'Orient. Cette règle va pourtant être remplacée par la règle bénédictine, plus souple, organisée autour d'un abbé et dont la tonsure est celle que nous connaissons, en forme de cercle. Nous savons précisément la date de ce changement. Il s'agit de 818. Ce changement, qui pourtant paraît comme anecdotique, est lié aux soubresauts politiques qui ont eu lieu dans la région au même moment. En effet, Landévennec fait partie d'un territoire habité depuis quelques siècles par les Bretons, mais nous savons peu de choses quant à l'organisation politique, sinon qu'il existe des chefs bretons, un ensemble géographique non unifié donc. Qui plus est, sur les territoires comprenant le Nantais, le Rennais et le Ventais, se trouvent les Marches de Bretagne, territoire tampon mis en place par les Francs et censé prévenir tout raid venant de ces Bretons, mais pouvant servir de base de lancement pour des campagnes militaires à venir. Depuis 753, plusieurs ont pu être menés par les Francs, tentant avec difficulté d'intégrer ce peuple dans ce qui deviendra en 800 l'Empire franc. Les sources franques mentionnent justement un chef, un roi breton nommé Morvan, qui se serait soulevé. L'empereur Louis le Pieux vint alors réprimer cette révolte en 818. C'est à cette occasion que se fit l'entrevue entre l'abbé de Landévennec, Mac Monoc, et l'empereur, ce dernier demandant à la communauté monastique d'adopter la règle de saint Benoît, ce qu'elle accepta. Pourquoi cette demande ? Eh bien, c'est qu'il faut y voir une volonté d'unification voulue par l'empereur. L'Empire, s'il est avant tout franc, a une volonté d'unifier tous les peuples chrétiens sous un même monarque. Les campagnes militaires répétées en Bretagne sont dans cette optique. Mais cette volonté d'uniformisation se ressent également sur l'aspect religieux. Le synode d'Aix-la-Chapelle, de 817, entérine la règle bénédictine comme règle monastique de l'Empire. À ce titre, l'empereur s'exerce à unifier le monde chrétien. Ce souverain porte bien son surnom, celui de Pieux. Mais prenons garde de voir dans ce changement de fonctionnement une contrainte subie par les moines de l'abbaye de Landévennec. Les récents travaux expliquent que si la communauté accepta, c'est évidemment par leur rapport de force militaire indéniable, mais aussi parce que l'influence de la règle bénédictine se faisait déjà sentir. Et la géographe, Gurdisten, écrira quelques décennies après cet épisode que des moines, parce que trop fragiles, cessaient d'appliquer la règle irlandaise trop rude. Ce qui montre que même si la date de 818 marque l'officialité de la règle bénédictine dans les Vénèques, dans les faits, le changement fut bel et bien progressif. Ce qui montre que même si la date de 818 marque l'officialité de la règle bénédictine pour Landévennec, dans les faits, le changement fut bel et bien progressif. Plus que l'adoption d'une simple règle monastique, l'évolution architecturale de l'abbaye montre l'importance d'un style émergent,
celui d'une renaissance carolingienne palpable même en dehors de l'Empire franc. Les récentes études archéologiques attestent de la présence d'une église basilicale, propre au monde romain, mesurant 23 mètres de longueur sur environ 15 mètres de largeur. L'abbaye s'agrandit. Elle voit de nouveaux bâtiments, comme un réfectoire, un cloître ou encore un scriptorium, être construits à partir de pierres et de chaux, ce qui montre les capacités financières importantes de la communauté durant ce IXe siècle. Le passage du pouvoir carolingien à breton, avec l'instauration du royaume par Nominoé, Rispoé et Salomon, dès la moitié du IXe siècle, n'alterneront pas ce dynamisme monastique. Pour ces rois, contrôler ces lieux, c'est à la fois disposer d'un milieu intellectuel prêt à les servir par leurs compétences intellectuelles, mais aussi par la prière. C'est aussi assurer l'ordre social pour des communautés respectées pour leur vie tendant vers la sainteté. Cette réussite est interrompue par l'ère viking et par le pillage de l'abbaye en 913. Si une partie de la communauté avait pu fuir bien avant l'attaque à Montreuil-sur-Mer, dans l'actuel nord de la France, mettant en sûreté au passage certaines reliques, les raids vikings auront atteint le développement de cette abbaye et la pérennité du royaume breton. Merci de nous avoir écoutés et en attendant le prochain podcast, vous trouverez nos articles sur la page Facebook de Rubicon History Braze. N'oubliez pas de partager et de vous abonner à nos réseaux sociaux et à bientôt!